Noël 1997. Un père et une mère plongés dans l'angoisse. Depuis 1 mois et demi, leur fille Nathalie, 30 ans, ne donne plus de nouvelles. Elle a disparu sans raison, sans explication. Je m'appelle Claude. Je suis un homme brisé mais pas vaincu. La peur de la vérité avait cheminé lentement, longtemps refoulée. Cette peur qui me disait qu'un malheur était arrivé. Toute mon énergie était mobilisée pour trouver une réponse à cette obsédante question. Où est-elle? Où est ma fille? Voici le chemin de croix et de cris, d'un papa et d'une maman à la recherche de leur enfant effacé. Nathalie. Claude Girard va chercher sa fille inlassablement, éperdument. Pendant ces longs mois de traque, il a tenu un journal de bord. Je notais tout scrupuleusement sur ce cahier d'écolier. Tout est là, au jour le jour, qui j'ai vu, quand j'ai vu, où je l'ai vu. Et voilà. Ça a été une longue tragédie, un long drame, il y a 20 ans. La douleur est toujours présente. Et vous êtes seul. Depuis 20 ans, les parents de Nathalie Girard n'ont pas quitté leur maison de Pessac, dans la périphérie de Bordeaux. Oui, alors ça, c'est le petit forum où nous nous retrouvions avec ma fille pour une conversation entre filles. Les petits secrets de cœur. Ah, tu fais voir ces photos. Oui, c'est ma boîte au trésor. Ouais. Eh oui. Ça nous rappelle de bons souvenirs. Oh là oui, c'est en 67 ou 68, ouais. Oui. La naissance de Nathalie. Jolie petite fille. Jolie petite poupée. Ouais. Michel est le frère aîné de Nathalie. Ah bah, c'était un jour d'anniversaire aussi. Ah oui, mais en vacances. C'était une belle journée, ça. Cette photo remonte à 6-7 mois avant sa disparition. Nathalie avait 30 ans. Eh ben. À cette époque-là, Nathalie vit avec Frédéric à l'auberge. À l'époque, Nathalie est en couple avec Frédéric Adman depuis 18 mois. Elle a 30 ans, il a 25 ans de plus qu'elle. Ils vivent à Viry-Châtillon, au sud de Paris, dans cette auberge discothèque. Frédéric en est le propriétaire et le gérant depuis 12 ans. Cette liaison, nous ne l'approuvions pas. C'est très loin de son univers familial. Ah oui, c'est l'opposé. La discothèque, sa faune, la nuit, tout un monde qui déplaît aussi à Nathalie. Nathalie aspirait à une vie de famille, elle voulait juste avoir un mari, des enfants, une vie simple. Et Frédéric le comprend très bien, donc il décide de vendre son affaire pour ne plus avoir
à parler de l'objet de leur discorde, hein, en fait. C'était ça. Hein. Le 10 novembre 97, Nathalie appelle ses Elle est toute heureuse et elle me dit on a l'intention de venir habiter dans la région bordelaise. Voilà. Et du coup, vous êtes toute heureuse, vous? Toute heureuse, mais elle me dit en attendant, puisqu'on était au mois de novembre, elle me dit est-ce qu'on peut venir pour Noël? Ben, j'ai dit oui, il n'y a pas de raison. Et on se quitte en espérant sa venue, quoi. À partir de ce jour-là, silence. Pour la première fois, Nathalie est absente le soir de Noël. Je dis c'est pas Nathalie. Elle si chaleureuse, si aimante. Ma fille n'aurait jamais fait ça. Pourquoi? Alors là, on va commencer à se poser des questions. La réponse à cette situation anormale, Claude et André Girard décident d'aller la chercher à 550 km de chez eux. La caravane qui abrite la mémoire des vacances familiales va devenir leur refuge pendant l'enquête. Le surlendemain de Noël, ils sonnent à la porte de l'auberge de Viry-Châtillon. Un homme leur ouvre et se présente, Alfredo Stranieri, nouveau gérant de l'établissement. Nous rencontrons un homme, courtois, petit, brun de poil, un calabrais. Et il nous dit, le jour de la signature des actes, Nathalie et Frédéric ont fait leurs valises et ils sont partis. On est complètement désarçonnés. Ils devaient venir pour Noël, ils disent rien et ils s'en vont. C'est touffu, c'est confus. Et là, il dit, vous savez, je sais, j'ai une fille, moi aussi, qui a 18 ans, et je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est, tous les problèmes que posent les enfants. Si je la vois ou si elle appelle, je vous préviens aussitôt, monsieur Girard. Les Girard s'interrogent. Et si Frédéric Adman avait pris l'ascendant sur leur fille? On se disait, ça c'est Frédéric qui n'a pas supporté, qui n'approuve pas cette liaison et qui se venge d'une certaine façon. Il va écarter ma sœur de la famille, quoi. Je disais à mes parents, vous inquiétez pas, un jour ou l'autre viendront, ça se calmera, et puis voilà. Mais mes parents n'avaient pas du tout le même sentiment. Ils se disaient, il y a un danger. Ils ont commencé à sentir qu'il y a quelque chose de pas normal du tout. Parce que Nathalie aurait quand même donné signe de vie de son côté, aurait quand même appelé, ne serait-ce que pour rassurer mes parents, parce qu'elle était quand même bienveillante avec sa famille, elle n'aurait pas laissé mes parents dans le doute comme ça, c'était quand même cruel de sa part de faire ça, elle l'aurait jamais fait. Persuadé que Nathalie n'a pas pu couper les ponts, Claude Girard demande l'aide de la police nationale de Juvisy-sur-Orge. À l'époque, Lionel Jadot est un jeune inspecteur du commissariat. Il reçoit longuement le père de Nathalie. Oui, c'était inquiétant pour un papa vis-à-vis de sa fille. Quand on n'a pas de nouvelles de ses enfants, je pense qu'on s'inquiète. Par contre, au niveau droit, une disparition inquiétante, ça revêt des éléments. Il faut qu'il y ait telle chose, ou telle chose, ou telle chose. Et là, je pense que ce n'était pas le cas. Il n'y avait pas d'idée suicidaire, il n'y avait pas de... elle n'avait pas laissé un mot en disant j'en ai marre de vivre. Voilà, elle n'avait pas des précédents médicaux qui laissaient penser qu'elle n'avait pas son traitement, elle pouvait avoir des problèmes derrière. Voilà, tout ça, ce sont des éléments au niveau juridique.
Et le fait qu'elle coupe les ponts alors qu'elle est en très bon terme avec ses parents, ça vous a pas surpris? Mais on en connaît des gens qui sont partis comme ça, en très bon terme, et puis parce qu'ils restent en très bon terme, mais à côté de ça, ils avaient aussi des problèmes où ils n'avaient pas envie de continuer leur vie du moment, et ils voulaient faire autre chose. On en a vu, on en connaît. Hein. Ça peut arriver. Hein. En sortant, j'en conclus que, dorénavant, il faudra que je me batte tout seul, que je me débrouille tout seul. Et là, je vais apprendre les rudiments du détective privé. Claude Girard va enquêter à plein temps, sans répit. Il passe au crible l'entourage de Frédéric Adman. Début janvier, il tient une première piste. La veille de sa disparition, Frédéric Adman a laissé sa voiture en réparation dans ce garage près de Viry-Châtillon. Il fallait changer les amortisseurs. Salut Patou! Bruno Casal, le garagiste, se souvient très bien d'avoir réceptionné la Volvo. Le véhicule a été parqué ici, dans ce périmètre. La Volvo? La Volvo, ouais. Et on l'a gardée 2 mois pratiquement en attendant que quelqu'un vienne venir la récupérer. Le premier à se préoccuper du véhicule, c'est Claude Girard. Il nous a dit, je cherche ma fille désespérément depuis des semaines. Et je sais que vous avez la voiture de mon gendre en travaux chez vous. Et j'ai plus de nouvelles de personne. Et j'aimerais savoir si vous pouvez me prévenir lorsque quelqu'un viendra chercher cette voiture. Le 7 janvier, Claude Girard apprend qu'un homme doit récupérer la Volvo. Il s'est mis en planque, on va dire, sur le parking. Il était à la hauteur à peu près de la camionnette blanche qu'on aperçoit là-bas. Il a passé des heures à guetter la personne qui était susceptible de venir récupérer la voiture. Qui? C'est la question que je me pose. Qui vient chercher cette voiture? La Volvo est à 15-20 mètres devant moi, je peux pas le rater. Et je vois une voiture rouge qui arrive. Et il y a un homme qui descend. Cet homme, c'est Stranieri, je le reconnais aussitôt, le gérant de l'auberge. Et en se retournant, il tombe nez à nez. Ah, il me dit, vous êtes là ou? Eh ben, j'ai dit oui. Je suis venu pour savoir qui retirait la voiture d'Adman. Il me dit, il est malade. Il m'a demandé de mettre la voiture à côté de l'auberge, et lui, Adman, viendrait la chercher. C'est trouble, cette histoire. Donc, il y a une sensation de malaise qui se crée. Quel lien peut unir Frédéric Adman et Alfredo Stranieri? Claude Girard décide de surveiller sans relâche les alentours de l'auberge. Adman va-t-il surgir? Et avec lui Nathalie? Philippe Lamour est un des voisins les plus proches de l'auberge discothèque. Il a rapidement repéré sa présence. Monsieur Girard se postait souvent ici pour observer la discothèque. La végétation, le sol pleureur était moins important qu'actuellement. Cet homme qui recherchait sa fille, forcément, on ne peut que sympathiser avec une personne comme ça. Frédéric Adman avait transformé ça en discothèque et restaurant également. Et ça marchait bien? Oui, nous on y a été même avec les voisins, on a été plusieurs fois manger chez lui. Alors après c'était Stranieri, bon bah alors là ça a changé de mentalité dans le coin. Hein. Il y avait du monde qui venait ou pas? Oh non, beaucoup moins de monde du temps de Monsieur Stranieri, hein. Je ne sais même pas si ça marchait vraiment.
Imaginez ma stupeur. Je l'ai vue, elle est en bonne santé. Elle vous fait dire qu'elle vous avertira plus tard, que pour l'instant, elle ne veut pas rentrer en contact avec vous. Tout ça, ça colle pas. Pourquoi ment-il? Qu'est-ce qu'il cache? Il cache quelque chose. Voilà où on en est. 6 mois après la disparition de sa fille, Claude Girard se débat dans le flou le plus total. Mon père ne s'occupe plus du jardin comme il faisait. On sent que la vie, oui, quitte un peu la maison, quoi. L'inquiétude prend toute la place. Où est Nathalie? Où est Nathalie? Mes parents m'appellent. As-tu des nouvelles de ta sœur? Je leur réponds malheureusement non. Donc tous les jours, j'entendais, on est inquiet, on ne trouve plus ta sœur, elle a disparu, c'est pas normal, c'était obsessionnel. « 13 mai 98. Au bout du fil, Alfredo Stranieri, le gérant de l'auberge. En pleine nuit, il me dit voilà, votre fille est désespérée. Elle veut se suicider. Et elle me demande de l'argent. Moi, je suis stupéfaite. Claude Girard prend en note tous les détails de la conversation. Leur fille a besoin de 200 000 francs. Dès l'aube, ils prennent la route pour Viry-Châtillon. Ils roulent si vite que le joint de culasse lâche. Les voilà bloqués dans un camping entre Bordeaux et Paris. Et là, on réfléchit. On repasse mot pour mot et on dit c'est pas possible. Vous avez ces économies à la banque. Aucun centime, aucun prélèvement n'a été fait. Avant, on disait ça ne colle pas avec son comportement, il y a un doute. Mais là, on dit non. Non, là, non. Qui a inventé ça? Hahnemann? Stranieri? Sont-ils complices? Les Girard veulent une explication. À leur arrivée, Alfredo Stranieri leur fait une proposition. Si vous êtes d'accord, la prochaine fois qu'elle va m'appeler, je vais lui dire que vous venez ici, à l'auberge, pour lui remettre cet argent. Vous la verrez, comme ça, vous pourrez vous expliquer. Dans la discothèque, vous serez tranquille. Non. C'est pas possible, monsieur Stranieri. Ça, c'est une arnaque. Ah, lui, c'est pas une arnaque du tout. Bon, moi, il dit, écoutez, moi, c'est pas mon affaire, c'est votre fille, vous en faites ce que vous voulez, moi, j'aurais transmis, point barre. Les Girard sont désormais convaincus qu'une complicité lie Hahnemann et Stranieri. Pour la première fois de son histoire, la France a donc remporté la Coupe du Monde de football. 12 juillet 1998. Qui n'a jamais été franchement dans la lure hier soir. Pour ne rien négliger, les Girard appellent une à une les maternités d'Île-de-France. Encore une impasse. Vous avez pensé abandonner? Non. On était engagés dans cette course folle. Enfin, c'était pas si fou que ça, de rechercher sa fille. Il fallait continuer. Allons. Avancer. Toujours chercher, inlassablement. La persévérance des parents de Nathalie
va finir par payer. Septembre 98. Claude Girard reçoit un coup de fil du voisin de l'auberge, Monsieur Lamour. Frédéric Adman serait de retour. Adman a payé des travaux dans l'auberge avec des chèques sans provision. Claude Girard rencontre François Compère, un des artisans lésés. J'ai bien vu que j'avais affaire à un papa qui était complètement désespéré et à la recherche de sa fille. Donc nous lui avons ouvert notre porte avec grand plaisir. Je lui ai sorti le dossier que j'ai là, voilà, dans lequel il y avait le chèque d'origine que je n'ai plus au jour d'aujourd'hui, et puis les différents échanges par fax que nous avions eus avec Monsieur Stranieri. Je me souviens tout à fait de la surprise de Monsieur Girard quand il a vu les documents. Il n'en croyait pas ses yeux. Regarde les chèques, il n'y a aucun doute à avoir. L'écriture des chèques est la même que celle de Stranieri. Il n'y a pas besoin d'être graphologue. Ça saute aux yeux. Donc, j'ai la preuve là que Stranieri utilise les chéquiers d'Adman, mais qu'il usurpe son identité. L'hypothèse d'une complicité entre Frédéric Adman et Alfredo Stranieri s'effondre. Cette fois, Claude Girard pense être entendu par la police. Je montre les preuves. Il usurpe son identité et il utilise les chéquiers. Il y a quand même quelque chose à faire, là. Oh, il me dit, bon, c'est un petit délit, ça. Ils sont complices. Mais écoutez, il me dit, votre fille, sont peut-être à Paris, et puis Adman l'a foutu sur le trottoir. Vous vous rendez compte de ce que vous me dites, là? Alors peut-être qu'à l'époque j'ai dit des choses qui ont peut-être dépassé ma pensée, peut-être que j'en sais rien, dans la conversation ça peut se dire, je sais plus, déjà pour être très honnête. Après, pour l'histoire des chèques, je peux pas faire un lien entre la disparition de Mademoiselle Girard et les chèques faits par Monsieur Stranieri au nom d'Adman. J'en sais rien. Quel rôle avait l'un pour l'autre, quoi? Est-ce qu'ils étaient complices et donc ils se passaient le chéquier pour faire des petites escroqueries? Est-ce que Stranieri avait volé le chéquier d'Adman? J'en sais rien. Mais ça valait pas le coup d'enquêter? Si une enquête n'a pas été ouverte, c'est que je n'ai pas obtenu les éléments qui m'auraient suffi pour travailler. Où j'ai retrouvé mon havre, mon refuge, ma tanière. Et j'ai pleuré. Je l'ai noté, et j'ai pleuré. Ils étaient tous contre moi. C'était bouché complètement. Bouché, il y avait une obstruction complète. Claude Girard s'est juré de ne pas abdiquer. Il écrit à la gendarmerie, à la police, au procureur d'Évry, pour faire part de ses convictions. Stranieri Alfredo fait l'objet de tous mes soupçons. Et je l'ai souligné. Ça bougera pas.
Plus d'1 an après la disparition des aubergistes, leur voisin Philippe Lamour est témoin d'une scène apparemment anodine. J'ai vu cette voiture bleue se garer, une super Jaguar bleue, ça devrait pas... ça attire l'œil tout de suite. Le voisin reconnaît Alfredo Stranieri, suivi d'un inconnu. Il les voit pénétrer ensemble dans la discothèque. J'ai récupéré le chauffeur de la Jaguar dans mon jardin. Et il a sauté ce muret et il est arrivé chez moi en disant qu'on lui avait tiré dessus. Et à ce moment-là, M. Stranieri est arrivé en me disant que cette personne qui était dans mon jardin, c'était un voleur et qu'il appelait la police. Il est monté dans sa voiture, il est parti, on ne l'a jamais revu. Alfredo Stranieri a tiré 5 balles sur Simon Cohen. L'homme, grièvement blessé, était venu conclure la vente de sa voiture de luxe. Claude Girard se souvient parfaitement de ce moment où il a appris que Stranieri avait tiré sur un homme. J'ai conservé une douzaine de cassettes. Il y a la mémoire des cahiers et celle des conversations téléphoniques enregistrées. Ah, vous êtes au courant, non? De quoi? Vous n'êtes pas au courant, vous n'avez pas lu dans les journaux? Non, qu'est-ce qui se passe? Non, eh bien, il y a eu un meurtre. Pardon? Ah bah oui. Mais qui c'est qui est mort? Si vous ne connaissez pas. Et le gérant, il s'est sauvé. C'est Stranieri qui a tiré? C'est le gérant qui a tiré? Le gérant, oui. Ah! Je suis surpris, quand même. Et là, j'ai la preuve qu'il est capable de faire autre chose que des escroqueries. Chose grave. Bon, qu'est-ce que je fais? Je téléphone à la police judiciaire à Juvisy-sur-Orge. Oh, là on me dit oui, effectivement. Mais c'est certainement un règlement de compte entre trafiquants. Il n'y a aucun lien avec Hahnemann. Au commissariat de Juvisy, un groupe d'enquêteurs est saisi de l'affaire. L'inspecteur Jadot n'en fait pas partie, mais c'est bien lui qui répond à Claude Girard. Qu'est-ce qui faisait le lien entre ce qui venait de se passer et ce qui avait pu se passer auparavant? Il n'y avait pas grand-chose, quoi. On a juste découvert que Stranieri, il était assassin du jour, quoi. Mais après, pour revenir à des faits qui étaient beaucoup plus anciens, je ne sais pas. C'est-à-dire, vous ne voyez pas de lien entre la disparition de Nathalie Girard et... Comme ça, avec du recul, pas systématiquement. Après, quand on a su la suite des événements, effectivement, là, on a tout compris. Malheureusement. Simon Cohen a survécu. Stranieri est en cavale. Claude Girard reprend ses recherches solitaires. Il espère raviver les mémoires, placarde des centaines d'affichettes. L'enquête de Claude Girard est au point mort. L'affaire va rebondir dans l'Aveyron, à 600 km de Viry-Châtillon. À nouveau, 2 aubergistes ont disparu. Qu'est-il advenu de Claude Mouly et de Nicole Rousseau, disparus le 12 avril dernier? Aubergiste à Besse de Nossac depuis 7 ans, le couple venait de vendre son établissement à un repreneur lorsqu'il a disparu sans plus donner de ses nouvelles. L'enquête a conduit à la garde à vue du repreneur. Pendant la garde à vue, les gendarmes découvrent que le repreneur est en cavale depuis 6 mois. Il s'appelle Alfredo Stranieri. Donc
c'est tout ce qui me reste de l'affaire Stranieri que j'ai suivi pendant plusieurs mois. Jérôme Glaise est journaliste au Parisien quand il apprend l'arrestation de Stranieri dans l'Aveyron. Les notes que j'ai prises à l'époque, ça fait partie des souvenirs professionnels qui sont assez marquants. C'est une affaire assez épouvantable. C'est le moins qu'on puisse dire. Le journaliste cherche à en savoir davantage sur Alfredo Stranieri. Je tombe sur le voisin immédiat de la boîte de nuit, Monsieur Lamour, qui me raconte l'épisode de la fusillade. Et puis au moment où je m'en vais, il me dit « Ah mais vous savez, il s'en passe de belles dans cet établissement. Il y a un monsieur qui a mis des affiches partout dans le quartier. Il cherche sa fille qui a disparu. » Très franchement, c'est assez intriguant. On est quand même dans un contexte criminel qui interpelle le journaliste fait diversier que je suis à ce moment-là. Claude Girard cherche sa fille depuis 20 mois quand Jérôme Glaise l'appelle. Vous savez à peu près ce qui s'est passé ces derniers jours-là? Non. Stranieri, il a été interpellé. Ah! Parce qu'il a acheté une auberge 4 millions de francs. Oh, il n'a pas. Et depuis 3 mois, que les propriétaires ont disparu. C'est pour ça que je vous appelle. Hein. Parce qu'on le soupçonne fortement de les avoir éliminés. Donc moi, la question que je me pose, et c'est pour ça que je vous appelle, est-ce qu'il n'aurait pas éliminé aussi éliminé Adnan voilà. Et ma fille. Que dire de plus? C'est là. Là, dans l'échelle des espoirs, qui a descendu, l'espoir diminuant, là c'est encore une marche supplémentaire. Est-ce qu'il n'aurait pas aussi éliminé Adnan voilà. Et vous me dites qu'il a dit qu'il partait, donc ça quand même, ça change tout. C'est assez bouleversant d'ailleurs qu'en fait je lui dis des choses de fait. Ce qui est terrible quand on réécoute cet enregistrement, c'est que je me rends compte que je lui dis finalement les choses de façon très crue. Alors que le souvenir que j'en avais, c'était d'avoir été au contraire très précautionneux en essayant d'être le plus distancié possible. C'est émotionnellement toujours vivace, 20 ans après, parce que j'ai ce jour-là fait comprendre à un père qu'il... Dans l'Aveyron, ce sont des corps que les gendarmes recherchent. De grands moyens déployés sans résultat. Le mobile et le mode opératoire d'Alfredo Stranieri ne font plus de doute.
La problématique de Stranieri, c'est qu'il a des rêves et qu'il n'a pas du tout les moyens pour réaliser ses rêves. Donc il a alterné des petits boulots, il a monté des affaires qui se sont cassées la figure. Il se dit, je vais m'accaparer des biens d'une autre manière. Donc là, effectivement, il repère à chaque fois par des petites annonces les biens en question. Il contacte les propriétaires. Et là, tout d'un coup, il leur fait une proposition mirobolante en leur promettant de les payer rubis sur l'ongle. Sauf que c'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Les scénarios sont les mêmes. Pourtant, Alfredo Stranieri continue à nier toute implication dans ces disparitions. Claude Girard, lui, n'a plus d'illusions. Il les a assassinés tous les deux. Nathalie est morte. Là, c'est plus des doutes, c'est une certitude. Alors, où elle est? Où est-ce qu'elle est? Il faut la retrouver, à tout prix. Une nuit entière, André et Claude relisent les cahiers d'écoliers où depuis 20 mois, Claude note tout ce qu'il fait, tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend. Et toute cette nuit-là, on cherche aussi dans nos souvenirs. Et tout d'un coup, et je suis incapable d'expliquer pourquoi, j'ai eu un flash. J'ai dit, je sais où ils sont. Parce que des mois et des mois avant, en traquant dans la rue, dans la Venelle à côté, en planquant, en regardant, j'avais vu une bâche bleue, de cette couleur. Et rien en dessous. Quand même bizarre, ça. Ben ça, je l'ai pas noté. Pourquoi, j'en sais rien. Et quelques temps plus tard, j'avais vu du gazon qui poussait exactement à l'endroit où était la bâche. Et c'est ces deux images qui me reviennent, et je sais où ils sont enterrés. À l'aube, ce 19 juillet 1999, sur son cahier, Claude dessine à son épouse ce qu'il pense être le lieu de sépulture de leur fille. Je téléphone à la brigade des recherches. Je dis alors, je sais où ils sont enterrés. Je vous demande d'y aller, de voir si je me suis pas trompé encore. Faites quelque chose. Monsieur Girard, oui, c'est vrai, mais on peut pas y aller, c'est une propriété privée. J'explose à ce moment-là. Je dis, comment? Je les ai traités de tous les noms. Ben, c'est comme ça. J'y vais, je monte à Paris et je vais les déterrer. C'est ce que j'ai fait. Je roule à tombeau ouvert. Là aussi, c'est une section de flash. Sur le pont, il y a un attroupement. Tout est bleu. Les voitures bleues, des képis, des chemises bleues. Et là, j'ai compris. Là, j'ai compris que l'infime espoir qui me restait de me tromper d'être tombé, et qu'ils étaient là. Je suis rentré dans le jardinet. Alors, ils avaient commencé à creuser quand même. Et on voyait une cage thoracique, des côtes, et à côté un crâne. Et dans ce crâne, il y avait un trou. Oh, pas grand. Grand comme une pièce de 10 centimes. Alors, j'ai compris comment ma fille avait été tuée. J'ai compris. Je suis resté au bord de la fosse jusqu'au bout. Ils ont exhumé Hahnemann le premier. Il était légèrement au-dessus. Ils étaient l'un côté de l'autre. Et le bras de ma fille était passé sous Hahnemann, comme pour l'étreindre. C'était curieux. J'ai remarqué certaines choses. Le ceinturon d'Hahnemann n'était pas putréfié, il n'avait pas été détruit, donc il était très caractéristique. J'ai dit, c'est Hahnemann, ça. Ma fille, j'ai pas reconnu.
Si, j'ai vu un bras qui n'avait plus de main. Elle avait rétréci. C'était une momie. Et quand ils l'ont mis sur la table, dans la housse, dans la grande housse blanche, qu'ils ont fermé, la fermeture éclair, j'ai toujours le bruit de la fermeture éclair dans l'oreille. J'ai juré que je la vengerais. J'étais devenu une sorte d'animal sauvage, ratatou. La douleur est toujours présente. La douleur causée par une blessure qui ne se cicatrise pas. Le lendemain, sous les yeux d'Alfredo Stranieri impassible, les gendarmes exhument les corps des aubergistes de l'Aveyron. Vous n'avez pas de regrets? J'ai pas envie d'en parler. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de parler des sentiments personnels, du regret. Je trouve que c'est dommage tout ce qui s'est passé, ouais, voilà. Ou tout ce qui s'est pas passé, plus exactement. Ordure! T'as tué ma fille! J'aurai ta peau! Ordure! Alfredo Stranieri a privé de vie Nathalie et 3 autres personnes. Il n'a jamais avoué. Pour ces crimes, en 2003, il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Qu'elle repose en paix dans sa petite maison. Oui. On l'a retrouvée. Elle est là. Ce que j'attends maintenant, alors qu'il peut être libérable éventuellement en 2021, c'est qu'il ne sorte pas. Parce que s'il sort, il recommencera.